Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle a été désignée en novembre dernier pour intégrer la nouvelle promotion d'astronaute de l'Agence spatiale européenne. Sophie Adenaude voit depuis cette nomination un rêve devenir réalité. Elle a un parcours absolument impressionnant et on vous le présente dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. C'est Louis Janin qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Louis, bienvenue. De quoi on va parler avec vous aujourd'hui ? Alors on va parler de Cadmigo, qui est une intelligence artificielle pour l'éducation. Génial, on va voir ça dans un instant. Et puis si vous êtes comme moi absolument nostalgique des histoires de Marlène Jobert sur cassette audio, vous seriez peut-être surpris aussi des progrès technologiques en la matière, portés notamment par le succès spectaculaire de l'Uni, la fameuse fabrique à histoire. L'offre en matière d'objets sans écran pour écouter des contes, de la musique ou encore des sons n'a jamais été aussi diversifiée. L'appétence pour ce type d'objets sans écran aussi répond à une volonté de revenir aux choses simples pour les enfants qui boostent leur créativité et leur imagination. C'est notamment ce que notre invitée du jour a créé. Elle s'appelle Maëlle Chassard. Elle est la fondatrice de l'Uni. Bonjour Maëlle. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. Et de deux, après Claudie Aigneret, c'est Sophie Adenaude qui est la deuxième femme française à être sélectionnée par l'Agence spatiale européenne pour aller et devenir astronaute. Et avant de découvrir sa première mission dans l'espace qui pourrait avoir lieu en 2026, on va regarder d'abord son portrait avec Xavier Terrade. Sophie Adenaude. Le 23 novembre 2022, Sophie Adenaude est devenue la deuxième femme française à être nommée astronaute. Elle fait partie des 5 personnes sélectionnées par l'Agence spatiale européenne parmi 22 523 candidats. Je suis la première femme française pilote d'essai sur hélicoptère. Je suis officier de l'armée de l'air. J'ai toujours rêvé d'être pilote. Dès qu'il y a un avion ou un hélico dehors, quand j'étais petite, littéralement, je courais, je sortais, je regardais. J'ai jamais cru que c'était possible pour moi. Petite Sophie, je ne pourrais jamais faire ça. En 2004, elle avait reçu le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'école d'un certain Thomas Pesquet. Inspirée par son grand-père mécanicien dans l'armée de l'air, devenue lieutenant-colonel en 2021, Sophie Adenaude n'a cessé de monter plus haut. J'ai commencé par être ingénieur dans le bureau d'études d'Airbus Hélicoptère. J'ai postulé pour l'armée de l'air. J'ai fait beaucoup de travail pour me préparer. Donc je pense que même j'étais surentraînée. Ses sources d'inspiration sont Marie Curie et celle qui l'a précédée comme astronaute, Claudie Aigneret. 2 femmes qui elles aussi ont gravi des sommets. C'est en voyant son premier vol dans l'espace qu'elle a eu le déclic. Elle n'avait que 14 ans. Avant de se hisser à son niveau, Sophie Adenaude a eu des périodes de doute. Surtout en tant que femme, c'est vrai que l'aspect confiance en soi, c'est pas évident. Enfin, moi, ça n'a jamais été un truc hyper naturel. Et puis, c'est venu au fur et à mesure de se dire, ok, bon ben... si ce rêve paraît trop grand et je me sens pas, j'ai peut-être pas confiance en moi dans ce rêve pour aller jusqu'au bout, ben je vais le découper en petites étapes. Mais c'est l'ensemble qui fait que derrière on croit que c'est impressionnant, mais non, je suis juste comme tout le monde. Comme tout le monde, enfin presque, car Sophie Adenaude a plus de 3000 heures de vol en hélicoptère à son compteur et 2 missions en Afghanistan. Ses entraînements au centre des astronautes de l'Agence spatiale européenne à Cologne ont débuté au printemps 2023. Sa première mission dans l'espace devrait quant à elle avoir lieu en 2026. Et c'est effectivement un parcours particulièrement inspirant. Et on va en parler d'un autre parcours inspirant parce qu'en 2015, l'Uni lançait sa première campagne de financement participatif sur Internet, ce qui lui a permis de récolter des fonds pour lancer ce petit objet dont vous avez sans doute entendu parler, la boîte à histoire. 10 ans plus tard, la start-up est revenue sur Ulule avec un nouveau produit. Ça s'appelle Flamme. Ça s'adresse aux 7-11 ans. On va vous le faire découvrir dans un instant. D'abord, on lance le talk. Et à nos côtés pour en parler, Maëlle Chassard, vous êtes cofondatrice de l'Uni. Alors déjà enfant, Maëlle, vous passiez beaucoup de temps à créer des mondes pour y vivre des aventures. C'est ce que j'ai lu sur vous. Et notamment pendant vos études, vous rédigiez un mémoire sur le rôle de l'imaginaire chez les enfants à l'ère du numérique notamment. Vous avez été complètement alarmée par la baisse de créativité des enfants. Et je crois que c'est ça qui vous a poussé dans cette folle aventure qui est devenue l'Uni.
Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai fait des études de design et en dernière année, j'ai écrit un mémoire effectivement sur l'imaginaire. Et le gros message et la grosse observation de ce mémoire, c'était effectivement déjà à l'époque, on est en 2013, le sujet de la surexposition aux écrans est déjà un sujet pour moi où j'observe des signaux forts et faibles des écrans qui sont de plus en plus présents dans nos vies. Et donc, je fais un atelier avec des enfants où je leur demande de dessiner un ogre et ils me dessinent tous Shrek ou Hulk. Et là, je me dis, OK, l'imaginaire, la place des écrans aussi, un imaginaire de plus en plus lissé, fait que la créativité des enfants est en baisse. Or, moi, je milite très fort pour que l'enfant se réapproprie son imaginaire parce que ça lui permet de développer énormément de fonctions cognitives, notamment la créativité, l'inventivité, la confiance en soi, la connaissance de soi, plein de choses. Et c'est pour ça que j'en ai fait un combat et que, sortie d'études, j'ai voulu créer ma boîte pour l'incarner encore plus. Incroyable. Et donc, vous avez créé l'Uni, cette petite boîte à histoire qui a cartonné il y a quelques années, qui cartonne toujours autant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Oui, c'est très simple et très intuitif. En fait, on l'allume ici. Hop. Alors, avec les lumières, je ne sais pas si on peut bien voir, mais on a des petites images qui apparaissent. On vient sélectionner les histoires qu'on veut. Donc là, les histoires de Suzanne et Gaston que je ne présente plus. Qui sera le héros de ton histoire? Et après, tout simplement, on vient sélectionner les éléments de l'histoire. Donc, on vient sélectionner là le héros, soit Suzanne, soit Gaston. Et après, ça sera le lieu, le personnage secondaire, l'objet, et l'histoire va se lancer. Donc l'enfant arrive à créer en quelque sorte son histoire en y mettant tous les ingrédients. Qui va choisir parmi les possibilités, les choix qu'on lui donne. D'accord. Et ça, en fait, c'est très simple. C'est une arborescence qu'on crée avec les auteurs et les autrices avec lesquels on travaille. On travaille avec une maison d'édition classique, à la différence que nous, on crée pour de l'audio. Et donc, forcément, c'est différent. Et puis, on crée en créant des histoires interactives. Donc, c'est la particularité de l'Uni, c'est que c'est de la fiction audio interactive qui n'existe pas ailleurs, en fait. Et vous avez combien d'histoires aujourd'hui dans l'Uni? Oula, on a un catalogue de plus de 4500 histoires uniques. Et après, comme nous, on fonctionne en livre audio interactif, dans un livre audio, il y a plusieurs histoires ou plusieurs chemins dans l'histoire. Et donc, on doit avoir quelque chose comme 400 livres audio. D'accord. Voilà. Louis, vous avez déjà entendu parler de l'Uni par le passé? Oui, j'en avais entendu parler. Ouais. Oui. Ça a fait un carton absolument fou très rapidement et vous êtes devenu meilleure vente lors des fêtes de Noël, à peu près à chaque année. Vous avez même atteint la place de jouet numéro 1 en France, avant même Playmobil, Lego ou encore Pokémon. Vous êtes devenu pionnier en la matière. Est-ce qu'il a fallu quelque part éduquer le marché? Parce que vous vous êtes lancé il y a à peu près 10 ans sur un marché de l'audio qui n'existait pas, qui est encore très jeune. Ça a été difficile, compliqué? Ça a été excitant, oui, parfois compliqué. C'est vrai que quand on s'est lancé, il n'existait pas un marché de conteuses. Aujourd'hui, il est extrêmement développé, notamment en France. Il y a de plus en plus de maisons d'édition qui créent sa conteuse. Mais à l'époque, quand on s'est lancé en 2016, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, les enseignes avec qui on travaillait en retail ne savaient pas comment nous positionner en magasin parce qu'on était un objet technologique et culturel et d'éducation. Enfin, on ne savait pas exactement où nous mettre. Donc, il a fallu qu'on travaille ça avec les personnes qui nous distribuaient. Et aujourd'hui, le marché est beaucoup plus éduqué. Et puis, le sujet de la surexposition aux écrans n'est plus à débattre, je pense. Bien sûr. Et vous vivez bien justement d'être présenté un peu comme une figure de proue sur le domaine de... Parce qu'une ribambelle d'acteurs a été créée ensuite après le lancement de l'Uni. Vous le vivez bien aussi? Est-ce que la concurrence est saine? Oui, je le vis bien. Bien sûr que quand on est pionnier, forcément, c'est quelque chose que je vis bien. La concurrence est quelque chose à la fois de normal, d'excitant. Elle est saine, mais ça nous apporte des rebondissements au quotidien, on va dire. Ça nous permet aussi de rester en éveil par rapport à ce qu'on peut améliorer aussi dans notre expérience. Donc, non, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif. Bon, génial. Les enfants utilisent le plus souvent la boîte à histoire avant de se coucher. Qu'est-ce que vous voyez comme usage auprès des enfants? Il y a plusieurs rituels. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que la fabrique à histoire s'insère à plusieurs moments de vie importants de l'enfant et que ça soit surtout pas un moment particulier du rituel du coucher, d'ailleurs, parce qu'on veut absolument pas remplacer le parent qui raconte les histoires. C'est un moment trop privilégié. Celui qui marche le mieux, c'est dans les transports, donc voiture, train,
Au lieu de le mettre devant un écran, il va utiliser sa fabrique à histoire. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'Uni est aussi vendu avec un casque. Tout à fait. Donc on peut l'écouter sans ou avec casque. Et effectivement, en voiture, on peut être tranquille. L'enfant, il va écouter plusieurs histoires d'affilée et ne pas réclamer d'écran. Et ça, c'est plutôt confortable pour le parent. 10 ans après le lancement de la boîte à histoire, vous êtes revenu il y a quelques mois avec un nouveau produit. Ça s'appelle Flamme et je l'ai juste ici. Ça s'adresse à un public un peu plus âgé. Oui. Quel a été votre constat ? C'est que les plus grands aussi, les 7-11 ans, ont aussi besoin de développer leur imagination, leur créativité ? Le constat, il a été double. Déjà, effectivement, la fabrique à histoire, on est sur les 3-8 ans. On a une très très belle communauté qui grandit, les enfants grandissent, on ne peut pas faire autrement. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va aller accompagner ces enfants qui grandissent en leur proposant un objet qui est adapté à leur âge, à leur goût, et qui fasse moins bébé que la fabrique à histoire, qui est très chouette, mais quand on est préado, on a envie d'une rupture en fait avec les objets qu'on a utilisés plus petits, tout en gardant une notion de nostalgie des histoires qu'on écoutait aussi petit. Donc il y a un ajustement à faire qui est subtil. Et puis après, le deuxième constat, c'est la surexposition aux écrans. C'est un préado, donc un enfant de 8, 9, 10, 11 ans qui demande de plus en plus tôt à ses parents d'avoir un smartphone. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas ce comble entre les 7, les 8 ans et les 11 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à l'enfant qui soit à la fois technologique et donc qui va l'attirer, qui va l'exciter, il va avoir envie d'y revenir, tout en n'étant pas un smartphone. Et donc c'est pour ça qu'on a effectivement remis au goût du jour un peu ces designs des années 90 qui finalement on revient à une simplicité d'usage. On ne peut pas aller sur Internet avec l'objet. Le parent sélectionne aussi les histoires et puis il y a une confiance aussi qui s'est instaurée en la marque L'Uni sur comment on crée nos histoires, quelles valeurs on met dans nos histoires, quels messages on met dans nos histoires, et tout en étant excitant pour l'enfant, puisqu'il va pouvoir interagir, personnaliser son histoire, être encore plus le héros de l'aventure. Vous parliez effectivement, Maëlle Chassard, de la confiance qu'ont les parents envers l'Uni, envers votre marque. Vous avez lancé les précommandes de Flamme sur Ulule, comme vous l'avez fait il y a quelques années pour l'Uni. Oui. Si l'Uni avait atteint à l'époque son objectif en 2 jours avant la fin de sa campagne sur la boîte à histoire, il a fallu moins de 2 heures pour le dépasser cette fois avec Flamme. Comment vous expliquez ce succès dingue ? C'est justement cette confiance que vous avez acquise auprès des parents ? C'est votre médiatisation depuis des années ? Si on doit revenir à cette première campagne de financement sur Ulule en 2015, c'est à partir de ce moment-là où on a créé la première base de communauté des parents, des personnes qui comprenaient ce qu'on faisait et qui ont été, mais j'ai envie de dire, aussi engagés que nous dans l'histoire de l'Uni. Et ça, en grandissant, la communauté, même encore aujourd'hui, on peut le voir sur les réseaux notamment, ou quand on fait un événement. Moi, c'est un bonheur de voir les parents qui viennent me voir et qui me partagent en fait le bonheur que leur enfant a utilisé la fabrique à histoire au quotidien. Donc je l'explique par le fait que tout le monde aime les histoires, que un objet qui permet à l'enfant de développer son imaginaire, ça crée de l'émotion et donc forcément on a réussi à embarquer pour la suite de l'aventure. Et la vraie différence de Flamme par rapport à la boîte à histoire, c'est que vous avez aussi un écran. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir justement sur Flamme ? Vous nous faites une petite démo ? Oui. Alors, hop, est-ce qu'on voit bien ? Donc l'écran s'allume et le design est très simple. Oui, c'est très très simple. Un peu comme la boîte à histoire. Et donc ici, on l'allume et on a le choix entre 2 livres audio, qui vont être les premiers livres audio que l'enfant va pouvoir choisir entre l'un et l'autre, qui est La quête du micro d'or, où on se retrouve dans une école de musique, on choisit un instrument et on va partir à la quête de ce micro. Et Emily Jones sur la piste des dinosaures disparus, où on est Emily Jones, on découvre que sur une île en Argentine, il y a potentiellement des dinosaures qui restent, et donc on va aller à la rencontre de ces dinosaures. Et si je rentre dans ce livre audio-là, donc l'écran, vous voyez ici, il y a un écran uniquement pour la navigation, donc pour choisir son livre audio, c'est-à-dire je rentre dans le livre audio. Là, moi, je suis j'ai déjà entamé l'aventure, donc on me dit que je peux redémarrer l'aventure, les chapitres que j'ai déjà écoutés, et puis là, des fiches dinosaures. Donc voilà, ça apporte de l'interactivité. On va pouvoir en apprendre plus sur les dinosaures. On va pouvoir faire des choix de est-ce que tu veux aller à tel endroit ou à tel endroit dans l'histoire. Et ça, c'est pour ça qu'on a voulu mettre un écran, c'était pour amplifier l'expérience audio. Malgré tout, je tiens quand même à rassurer les parents, puisque je parle depuis tout à l'heure de combat contre la surexposition aux écrans. On est sur un écran qui est déjà non tactile, donc il n'y a pas ce rapport
on a l'impression que ça devient le prolongement de notre main, comme s'ils faisaient partie de nous. Il y a une distance qui est créée, il y a une coque qui est aussi devant l'écran, qui rend un peu les images floues. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un défaut de fabrication, c'est qu'on a voulu l'image un poil floue pour justement créer de la distance. Et puis, surtout, cet écran-là, il s'allume que pour la navigation et que pour les choix. Et sinon, il s'éteint et on laisse libre cours à son imaginaire en écoutant l'histoire. Et bien justement, de l'imaginaire des enfants, on va continuer à en parler dans la deuxième partie du talk. Mais d'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil du grand Édouard Deniau. That one has no battery yet. That one I couldn't charge. If not, I would show it to you. It's called the HoloLens. That one is called the HoloLens. Yeah, the little whip thing is a little weird. Myocardial infarction, due to a lack of oxygen supply through a blockage in the coronary vessels. Cells can be damaged or die if not treated quickly. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de notre invitée Maëlle Chassard, cofondatrice de l'UNI. Mais juste avant de reprendre nos discussions, place à la chronique de Louis Janin qui a une idée derrière la tech. Louis, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Avec vous, on va parler de Canmingo et de ChatGPT pour l'éducation. Exactement. Alors, passer d'un monde où on a un enseignant pour 30 élèves à un monde où on a 30 enseignants pour 30 élèves, en fait, c'est la promesse assez incroyable que fait Salman Khan, qui est le fondateur de la Khan Academy, et dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, pour resituer rapidement, la Khan Academy, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée aux États-Unis en 2009, qui crée des contenus pédagogiques gratuits. Et ces contenus, ils sont utilisés par 70 millions de personnes dans le monde entier. Donc cette promesse incroyable de Salman Khan, elle est portée par un nouvel outil qui s'appelle Canmigo. Et cet outil il a été créé conjointement entre la Khan Academy d'un côté et OpenAI, qui est l'entreprise qui a mis au point ChatGPT. Donc Canmigo, c'est une intelligence artificielle générative comme ChatGPT, mais spécialisée pour l'éducation. Donc comment ça marche? Quelle est la différence en fait avec ChatGPT dans ce cas-là? Alors en fait, la grande différence, c'est que Canmigo, il a vraiment été créé pour être spécialisé pour l'éducation et même plus précisément pour être un tuteur pour l'élève. Donc par exemple, contrairement à ChatGPT qui est utilisé comme ça aujourd'hui, il ne va pas accepter de faire l'exercice ou le devoir à la place de l'élève. Si on lui demande directement la réponse, il va dire non, moi je ne suis pas là pour te donner la réponse, je suis là pour t'aider à comprendre, pour t'aider à résoudre par toi-même l'exercice. Donc Canmigo, en fait, il va guider l'élève en lui posant des questions du type « explique-moi ton raisonnement, comment est-ce que tu es arrivé à ce résultat ?»
Donc il y a déjà plusieurs cas d'usage présentés par Salman Khan avec des activités plutôt classiques comme résoudre un problème de maths, coder un programme ou étudier un texte en français ou en anglais. Mais aussi des usages plus originaux, comme par exemple en fait discuter avec un personnage de fiction ou un personnage historique, ou même encore plus abstrait, discuter avec un concept en fait, comme un fleuve, une montagne ou une planète. Donc on peut imaginer que bientôt on pourra demander aux élèves de réaliser une interview du général de Gaulle ou du Mont Blanc ou d'un atome de carbone. Et l'enseignant dans tout ça, où est-ce qu'il est ? Alors l'enseignant, heureusement, dans la vision de Salman Khan, il n'est pas du tout remplacé par l'IA. Au contraire, il garde son rôle vraiment central dans la classe. L'idée, c'est qu'en fait, c'est uniquement pendant les moments d'activité en autonomie que chaque élève va dialoguer avec son assistant IA, son tuteur IA, et lui poser des questions pour bien commencer l'exercice ou pour ne pas être bloqué. Donc là, aujourd'hui, l'enseignant est censé s'assurer de la bonne compréhension de 30 élèves face à lui et répondre à toutes les questions, le tout en s'adaptant au niveau de chaque élève, ce qui est clairement quasiment impossible. L'IA va prendre en charge la partie la plus grande possible de ce travail d'accompagnement. Et elle va donc permettre à l'enseignant de se concentrer sur la supervision globale de la classe et surtout sur les élèves qui en ont le plus besoin. Et en plus, l'enseignement aura lui-même son propre assistant IA qui l'aidera à préparer les cours plus rapidement, trouver des idées d'introduction de séquences ou même créer des exercices par exemple. Est-ce qu'il y a des limites alors à ces exercices créés par l'intelligence artificielle ? Alors, les limites, déjà, Khanmigo, il est encore en version bêta, c'est le début. Il est disponible uniquement aux États-Unis pour l'instant. Et le service est payant aussi. Et surtout, je pense qu'on pourrait même pas énumérer là comme ça le nombre de questions que tout ça pose, par exemple sur la sécurité, la confidentialité des données, la souveraineté, l'équipement, l'âge des élèves, la formation des enseignants et même la formation des élèves au final. Mais au-delà de ces limites, ce qui va surtout être déterminant, en fait, comme d'habitude, ça va être l'usage en classe. Ça va être pour les enseignants et les élèves, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça fait vraiment gagner du temps ? Est-ce que c'est facile à intégrer ? Donc beaucoup de questions sur les usages, mais ces questions, elles vont assez vite trouver des premières réponses puisque c'est à partir de cette rentrée déjà qu'un grand nombre d'enseignants, surtout aux États-Unis, donc, sont en train de tester Khanmigo en classe et leurs retours vont être extrêmement intéressants. Donc pour terminer, on est quand même en train de parler d'un monde où chaque enseignant est épaulé par une trentaine de tuteurs intelligence artificielle qui accompagnent chaque élève, qui s'adaptent à chaque élève. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un an, en fait, on n'aurait même pas envisagé ça. Et pourtant, aujourd'hui, c'est là, on en parle et c'est même déjà en cours de test. Donc on dirait l'école du futur et pourtant, c'est peut-être déjà l'école du présent. Merci infiniment en tout cas Louis d'être venu sur le plateau pour cette chronique et puis nous on va continuer à partir à la découverte de ces objets qui changent un petit peu le quotidien de nos enfants aussi et qui puis leur permettent d'explorer leur imagination et leur créativité et c'est canon, c'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Toujours en compagnie de Maëlle Chassard, la cofondatrice de Luni. On en parlait tout à l'heure. Luni comme flamme, c'est des designs très attrayants, très simples. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'onde. Est-ce que selon vous, c'est un simple phénomène de mode ou c'est un vrai changement dans les modes de consommation à la fois des familles, des parents et des enfants ? Je pense que c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Le marché des conteuses, il est quand même assez récent. Malgré tout, j'espère que ça va s'installer dans le temps puisque se raconter des histoires, c'est un sujet universel. Donc je pense qu'on n'est pas sur un phénomène de mode. Après, moi-même, je me pose des questions sur l'avenir de tout ça dans un monde où les ressources seront limitées. On est quand même sur un produit électronique. Nous, on essaye d'être le plus responsable possible dans nos modes de fabrication. Mais on ne peut pas ne pas se poser la question et pourquoi pas un phénomène de mode qui, en fait, dans 10 ans, on sera passé sur un autre mode de se raconter des histoires. Je l'espère, entre êtres humains, ça serait bien. Parce que pour réagir justement à la chronique de Louis, vous avez peur justement que vos histoires, soient générées par des intelligences artificielles ?
Forcément, c'est un sujet qu'on regarde. L'idée, c'est pas de bouder une technologie parce que chaque personne qui l'a fait dans l'histoire, on sait bien que ça n'a pas fonctionné. Non, mais forcément, ça pose question. Nous, on travaille avec toute une économie créative, des auteurs, des comédiens, des studios d'enregistrement, des ingénieurs du son, des sound designers. Ça serait vraiment triste que ces personnes-là arrêtent de travailler pour générer effectivement des histoires en un claquement de doigts. Donc, c'est plus l'idée de comment on adapte les usages, comment peut-être on coexiste avec ce genre d'intelligence artificielle ou comment on se réinvente en fait complètement, parce que je pense que des idées pour résoudre des problèmes actuels, on peut en avoir plein et l'imaginaire est une très bonne solution. Donc en fait, je me fais pas trop de soucis pour l'Uni, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on se réinvente. Vous avez déjà testé la génération d'histoires avec l'intelligence artificielle? Peut-être que ça donne pas grand-chose pour l'instant aujourd'hui, que c'est pas assez puissant. Si. On le teste. Et puis ce qui est marrant, c'est que moi, il y a 10 ans, dans mon mémoire, j'en parlais. D'aller piocher dans l'imaginaire collectif pour restituer une nouvelle histoire. Donc c'est pas un sujet qui m'est étranger. Malgré tout, je veux pas que ça nous emmène vers quelque chose où on coupe de l'interaction entre êtres humains et qu'on se coupe aussi d'une certaine forme d'imaginaire, parce qu'en allant puiser dans ce qui existe, on n'invente plus trop rien de nouveau. Donc c'est bien aussi de faire travailler son cerveau sur des nouvelles formes d'imaginaire. Vous travaillez aujourd'hui avec des auteurs, combien à peu près ? On a une centaine d'auteurs et d'autrices avec lesquels on travaille. Tous en France? Oui, principalement. On travaille aussi avec des auteurs en Italie, par exemple. On a un peu à l'étranger, mais c'est quand même principalement en France. Parce que c'est votre vraie différence aussi, chez l'Uni et chez Flamme, c'est le Made in France. Vous avez des usines dans le sud de la France et puis dans l'Est. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? C'est quelque chose qui est chevillé au corps chez vous? Oui, moi j'ai une formation de designer et quand on est designer, on nous apprend à être responsable et à faire des projets le plus responsables possible et qui ont du sens. Et donc nous, quand on s'est lancé, on n'a pas pu fabriquer tout de suite en France. On est parti en Chine parce que c'était soit le projet ne voit pas le jour parce qu'en fait on n'a pas les moyens financiers pour investir dans des machines de production en France et en plus nos volumes étaient trop petits pour intéresser les industriels français. Donc on est parti avec une petite usine en Chine en se faisant la promesse que si la Fabrique à Histoire avait du succès, on rapatrierait à un moment donné la production. C'est ce qu'on a fait à partir de 2018. C'est un projet qui a mis plus de 18 mois à naître. Aujourd'hui, la Fabrique à Histoire est fabriquée à côté de Bayonne et on a pu directement fabriquer Flamme à côté de Strasbourg. Ça, on est très contents. Et c'est ce qu'on veut faire pour la suite sur les prochaines idées qu'on aura, c'est de continuer cette fabrication française. Un bel exemple de Made in France. Et puis, vous le disiez, vos chiffres ont explosé. Ça vous a permis aussi de faire une levée de fonds il y a quelques mois de 10 millions d'euros à peu près, oui, auprès d'acteurs comme Unique Héritage Média, BNP Paribas Développement ou encore EduCapital. Votre objectif cette année, avec cette levée notamment, c'est quoi? C'est partir à l'international, c'est développer de nouveaux produits pour d'autres classes d'âge? Oui, tout à fait. C'est de continuer à nous développer en France. On en a parlé tout à l'heure. Le marché des conteuses est énorme en France. Donc l'idée, c'est de continuer à proposer des histoires et des expériences interactives qui n'existent pas et comment on peut amplifier son expérience autour des histoires. Et puis, c'est aussi s'exporter à l'international. On privilégie actuellement l'Italie et le Canada. Et pourquoi pas après d'autres pays, mais on reste sur ces deux-là pour l'instant. Pour quelles raisons c'est sur ces deux pays? Parce qu'ils sont plus ouverts à l'innovation et justement au marché du bien-être de l'enfant, quelque part. C'est un marché que vous adressez aussi. On a eu beaucoup de bouleversements avec notre histoire d'exportation. Le post-confinement nous a pas aidé à être fluide dans tous les pays où on voulait s'internationaliser. On a choisi l'Italie parce qu'en fait, ils ont une culture des histoires qui est très proche de celle de la France, tout en ayant leur propre culture. Et d'ailleurs, on travaille avec des auteurs et des comédiens du pays. Mais c'est celui où c'est le plus facile pour nous d'y aller parce qu'on y voit plus d'opportunités. Et puis le Canada, pareil, il y a des belles opportunités qui se créent, donc on les prend et puis on va voir comment ça se passe. Et puis vous êtes aussi dans tout un tas de pays francophones aussi. On ne se rend pas forcément compte derrière l'Uni, mais il y a tout un tas de métiers, à la fois des métiers techniques, des auteurs, des conteurs. Aujourd'hui, c'est une équipe qui représente combien de personnes? On est 80 actuellement chez l'Uni et effectivement, il y a énormément de corps de métier. Et ça en fait une entreprise assez complexe en fait dans la gestion, à vrai dire, puisqu'on a notre maison
maison d'édition avec les éditeurs et les éditrices qui travaillent avec toute l'économie créative dont je parlais. Ensuite, il y a toute l'équipe technique et produits qui travaille à la confection des produits, l'amélioration continue, toute la partie aussi relations clients. Après, on a le fonctionnement global classique d'une boîte, le marketing, voilà. Et puis, il y a toute la partie production et gérer un produit hardware. C'est plus complexe. C'est un quotidien qui nous apporte un peu de sueur au front parfois. Parce que c'est la France ou parce que... Parce que c'est un métier de base qui est complexe. À gérer un produit électronique, c'est compliqué. Et effectivement, le fait de le faire en France amène une autre manière de produire qui apporte parfois moins de rapidité dans la ligne de production puisqu'elle est automatisée ou semi-automatisée. Donc c'est une autre manière de gérer en fait le projet. Vos prochaines étapes aujourd'hui chez l'Uni, chez Flamme, c'est d'autres projets, c'est d'autres âges qui vont être touchés, peut-être pour les plus âgés aussi? Oui, je l'espère. Oui, déjà, c'est de développer tout le catalogue de Flamme qui va sortir courant octobre. Donc, on a déjà beaucoup de choses à faire. Avec Flamme et la Fabrique à Histoire, on veut continuer à aller sur le domaine culturel et d'éducation, donc dans les écoles et dans les musées, pour créer des parcours immersifs, remplacer un petit peu le guide audio, mais avec la Fabrique à Histoire pour rendre l'expérience plus sympa pour l'enfant. Et puis après, on a effectivement plein d'idées. Pourquoi pas accompagner l'enfant dès sa naissance avec un éveil sur l'audio et pourquoi pas aussi créer des fictions audio pour les adolescents. Donc ça serait pas mal si d'ici quelques années on propose des histoires pour les 0-14 ans. Vous allez vite revenir nous en parler. En tout cas, mille merci. Parce que c'est revenir aux choses simples aussi. Redonner la place à l'imagination et à la créativité des enfants, c'est important parce qu'on en prend soin. Le tout sans écran en plus. Voici la mission de l'Uni. Et c'était un plaisir de vous recevoir. Maëlle Chassard, cofondatrice de l'Uni. Merci aussi Louis de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Ciao.